Bon, je vois que les participants sont de plus en plus nombreux à être présents en ligne. Super. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci de votre présence. Merci énormément. Je me présente, Jean-Pascal Dumont. Je suis coordonnateur au Centre de transfert d'entreprises du Québec. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'honneur d'être votre modérateur pour le webinaire. Le webinaire va parler surtout des enjeux fiscaux, les enjeux fiscaux touchant les transferts familiaux d'entreprises. Donc, des chercheurs se sont penchés sur la question. Ils ont produit un rapport et évidemment, c'est à notre grand plaisir qu'on vous partage les grandes conclusions de ce rapport aujourd'hui. Avant de se lancer les deux pieds joints dans ces sujets très excitants, quelques aspects techniques que j'aimerais vous rappeler. Évidemment, le webinaire, comme vous l'avez vu, période d'1 heure. Donc, ne vous en faites pas. À midi, c'est terminé. Vous allez pouvoir aller dîner et réfléchir aux échanges qu'on a tenus durant ce webinaire. Aussi, je vais être assisté aujourd'hui par mes collègues Mélanie Desrosiers et Christelle Prince à la technique. Donc, il se pourrait que durant le webinaire, je fasse appel à leur service. N'en soyez pas surpris. Vous voyez la rubrique Q&A ou questions-réponses en bas au centre de votre écran. Donc, il va y avoir une période des questions à la fin, réservée, un bon 10 minutes d'échange. Et si vous avez des questions durant le webinaire, je vous invite à les poser dans cette rubrique-là. C'est très important, ne pas les poser dans la rubrique chat. La rubrique chat, ou communément appelée clavardage, c'est pour échanger. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous voulez mettre votre grain de sel, n'hésitez pas à utiliser la section chat, mais pour les questions, c'est dans la rubrique Q&A, questions-réponses. Également, je sais qu'il vous a été envoyé avant le début du webinaire un courriel dans lequel il y avait un lexique. Si vous n'en avez pas pris acte, ce serait peut-être important d'en prendre acte ou d'aller voir. Si vous ne retrouvez pas ce courriel, ce n'est pas grave. Christelle est là pour vous. Donc, Christelle va publier dans la section chat un lien pour retrouver le lexique. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle de questions fiscales. Donc, on va parler d'exonération en gain en capital, de gain en capital, de gain en capital imposable. Donc, c'est une terminologie qui va être, c'est important de bien la comprendre pour votre bonne gouverne et pour aussi enrichir les échanges et comprendre toute la richesse des échanges qu'on va avoir. Sans plus tarder, je vous présente avec enthousiasme les gens qui vont se joindre à moi durant ce webinaire. Premièrement, il y a Vincent Lecorne, président directeur général du Centre de transfert d'entreprises du Québec. M. Marc Duhamel, professeur et chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. François Brouard, professeur titulaire en fiscalité et comptabilité à l'Université Carleton. Madame Aude Lafrance-Girard, qui est directrice générale de l'Hôtel Château-Laurier et M. Jean-François Thuot, qui est associé services fiscaux chez PwC. Alors, merci d'être avec moi en ce beau mercredi, cette belle matinée du mercredi. Vincent, je me tourne vers vous. Vincent, président directeur général du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Et il y a une question qui me vient en tête, évidemment. Pourquoi le Centre de transfert d'entreprises du Québec a décidé de mettre en lumière cette question-là de l'iniquité fiscale pour les transferts familiaux? Et pourquoi, Vincent, c'est important pour le milieu du reprenariat québécois et canadien qu'on s'attarde à cette question-là? Oui, merci Jean-Pascal, bonjour à tous. Alors effectivement, extrêmement important ce sujet de la fiscalité. Si je reviens un tout petit peu plus en arrière quelques instants, si tu le permets, le CETEC dans son mandat, avant tout, c'est le maillage, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en phase de transfert, mais c'est aussi tout ce côté de sensibilisation. Alors en 2019, encore une fois avec l'Université de Trois-Rivières et notamment avec Marc Duhamel, on a produit une mise à jour des données. Arrêter de se questionner sur les chiffres. On a établi que c'était 37 000 entreprises qui devaient changer de main d'ici 2022. Alors évidemment, on l'a fait ça en 2019. Aujourd'hui, avec la pandémie, les données vont sûrement changer. Mais il était important de faire une mise à jour. Et on a produit un livre Génération Repreneur, établir les bases d'un processus de transfert. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Et puis cet aspect sur la fiscalité, donc effectivement essentiel parce que c'est connu depuis longtemps que si cette loi fiscale qui a été mise en place était nécessaire à une certaine époque, maintenant, elle fait preuve d'injustice, pour ne pas dire donc d'inéquité, et
il y a beaucoup d'émotions autour de ça parce qu'évidemment, c'est au niveau du transfert familial et on parle du patrimoine, des gens qui travaillent très fort toute leur vie, qui veulent transmettre ça de génération en génération. Et en même temps, on voit, notamment au CETEC, que le transfert se fait de plus en plus vers l'externe. 70% de la clientèle qui sollicite le CETEC à travers le Québec, là, pour toute l'équipe qui est présente, c'est beaucoup de transferts externes. Alors, est-ce que c'est une tendance lourde? Sûrement. Est-ce qu'il y a une injustice? Assurément. Et puis, ce qui est ressorti, c'est que cet enjeu-là, finalement, il n'est pas juste québécois. Alors oui, il y a une particularité québécoise, le rapport le met bien en lumière, mais il y a aussi une tendance démographique qui part de l'Est vers l'Ouest, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir pendant la table ronde, mais l'enjeu est majeur. Alors, c'est pas juste la particularité québécoise comme un état de fait canadien. Donc, l'objectif de l'exercice aujourd'hui, c'était de mettre à jour l'ensemble des faits de façon très objective, sans aucune émotion d'une certaine façon, documenté avec une méthodologie irréprochable. Alors, c'est pour ça qu'on a pris 2 professeurs experts sur le sujet. Et puis, on a essayé de vulgariser. Je remercie beaucoup Louise Cadieux qui nous a aidé dans cet exercice-là de vulgarisation pour que ce soit accessible, évidemment pour les experts, mais aussi les entrepreneurs qui sont concernés, qui sont nombreux aujourd'hui à nous écouter par an. Et aujourd'hui, c'est une pierre de plus à l'édifice. Alors voilà pourquoi c'est important, Jean-Pascal. Excellent. Donc, j'entends là, ici que le CETEC joue un rôle de vigie qui est essentiel pour amener ces sujets-là qui sont si importants de façon neutre et objective sur la table des décideurs publics pour que finalement on ait une réflexion, qu'il y ait des actions qui soient subséquentes à cette étude-là et aux discussions qu'on va avoir aujourd'hui. C'est essentiel. C'est ce qu'on souhaite le plus fortement. Asseoir tout le monde autour de la table pour régler cette iniquité. Alors merci Jean-Pascal. Ça fait plaisir. Merci Vincent. Je pense que la table est bien mise pour nos 2 chercheurs. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Marc Duhamel et François Brouard, 2 des 3 chercheurs qui ont travaillé sur le rapport de recherche. Comme vous le mentionnez, Vincent, Louise Cadieux est aussi une des co-auteurs du rapport de recherche. Et c'est un moment assez excitant pour eux parce que là, ils ont eu un travail, une dure labeur. Ils présentent les beaux fruits de cette dure labeur-là. Mais quand même, comme nous avons seulement 1 heure, François, Marc, en 15 minutes, je vous demanderai de nous donner les grandes lignes de ce rapport de recherche qui fait plus de 30 pages. Et je commencerai avec vous, François. Pourriez-vous nous mettre un peu dans le contexte et surtout nous expliquer dans quel contexte l'étude a été rédigée, les recherches ont été faites? Bonjour. Donc, oui, je vais commencer par une petite histoire. Donc, il était une fois un propriétaire ou une propriétaire de PME face à un choix de stratégie. Donc, ces choix de stratégie-là, normalement, on en dénote 4 qui sont normalement indiqués dans le livre publié par le CETEC, Génération Repreneur. Donc, on a en fait des transferts en fait familiaux internes avec des tiers externes ou une combinaison en fait des équipes. Donc, ce propriétaire-là, dans un contexte de transmission de reprenariat de PME, constate avec l'aide de ses conseillers une influence importante des facteurs fiscaux et un manque de neutralité fiscale en défaveur des transferts familiaux, malgré plus de succès en fait parmi ceux-ci. Il aimerait bien des actions pour ramener la neutralité, puis en fait, ça va en lien avec la reconnaissance de problématiques de nombreux intervenants au fil des années. Donc, pour situer un peu au niveau des facteurs fiscaux, on dénote 2 types différents de vente d'entreprise, soit la vente des actifs ou la vente des actions. Compte tenu des données disponibles, en fait, on s'est concentré uniquement sur la vente des actions et non pas la vente des actifs. Donc, lorsqu'il y a vente d'actions, un élément particulier qui a été mentionné par Jean-Pascal un peu plus tôt, c'est la déduction pour gain capital ou l'exonération de gain capital. Donc, l'exonération de gain capital qui se situe en fait autour d'un peu plus de 800 000 $ ou d'1 million dans le cas des entreprises agricoles. Et en fait, on a aussi la moitié de ce montant-là parce qu'on a la notion en fait de gain capital et de gain capital imposable qui se retrouve à être la moitié de ce montant-là. Donc, il y a une question d'admissibilité à la déduction pour gain capital. Il y a aussi, en fait, le seuil d'exonération qui est différent selon qu'il s'agit d'actions admissibles de petites entreprises ou de biens agricoles et de pêche admissibles. Donc, il y a une question d'admissibilité
Et il y a aussi, en fait, une question de liens de dépendance qui sont inscrites dans la loi de l'impôt. Et c'est en fonction de ces critères d'admissibilité-là, ou plutôt, je devrais dire, de non-admissibilité ou de difficulté d'admissibilité pour les gens qui font des transferts familiaux et donc qui amènent en fait des différences. Donc, si on regarde au niveau du tableau subséquent, donc ce qu'on retrouve, c'est essentiellement un calcul où on a le produit de disposition, le coût des actions, le gain, en fait, qui est obtenu, la différence entre les deux. On a une réserve si jamais le produit de disposition était reçu sur plusieurs années. Dans notre cas, en fait, on n'a pas tenu compte de cette possibilité-là de paiement différé. Donc, on obtient le gain capital, le taux d'inclusion d'une demi, qui nous donne le gain capital imposable. Donc, si on regarde en fait les différentes colonnes, on se rend compte qu'on a pris deux scénarios, un avec un produit de disposition de 100 000 $ et un avec un produit de disposition de 2 millions. Donc, c'est ce qu'on a avec les colonnes A et C et B et D. Donc, on se rend compte que jusqu'à ce point-là, tout est pareil. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre, lorsqu'on va à la déduction de gain capital, dépendant si on est admissible ou si on n'est pas admissible, c'est là, en fait, que la différence se situe. Donc, si la personne, en fait, avec le gain capital le produit de disposition de 100 000, obtiendrait, en fait, une déduction de gain capital de presque 50 000 $, alors que l'autre personne qui aurait, en fait, un produit de disposition de 2 millions aurait, en fait, un montant de déduction de gain capital d'un peu plus de 400 000 $. Donc, ce montant de 400 000 $, c'est le montant qu'on a pris, en fait, pour l'année 2017 et non pas l'année 2020, parce que les données, en fait, qui étaient disponibles, c'était l'année 2017. Donc, évidemment, on se rend compte que si vous êtes admissible versus si vous n'êtes pas admissible, il y a une différence, en fait, de 49 000 ou de 417 000, dépendant si, en fait, là, on est dans un scénario ou dans l'autre. Donc là, je vulgarise à outrance, François, mais si je comprends bien, on se met dans la situation, mon père est entrepreneur, il veut vendre son entreprise qui vaut 2 millions. S'il la vend au voisin, il a le droit à la déduction en gain capital de 417 858 $. Et s'il me la vend à moi, c'est zéro. C'est bien ça, là. C'est ça. OK. OK. Donc, je vois, et ça marque vraiment bien l'iniquité fiscale. Je vois M. Duhamel qui trépigne d'impatience dans son décor italien. Donc, Marc, de votre côté, est-ce que vous pourriez nous expliquer ou parler un peu plus en long et en large des résultats de l'étude et de certaines conclusions? Oui, absolument. Si on peut passer à la diapositive suivante pour résumer là, un petit peu là, plusieurs pages du rapport qui expliquent un peu l'utilisation d'une banque de données absolument inespérée. Ce que François a montré, c'est essentiellement à la lecture là, des documents qui ont été produits, ce qu'on appelle des papiers blancs, des soumissions qui ont été mises dans des commissions, parlementaires et gouvernementales. C'est des scénarios comme ça où, effectivement, comme Jean-Pascal vient de le souligner, il y a techniquement dans la loi cette iniquité qui est présente. Le problème jusqu'en 2020, jusqu'à tout récemment, en fait, c'était qu'on ne savait pas justement, on parle de combien, il y a combien de repreneurs justement qui veulent transférer à la famille par rapport à ceux qui veulent transférer aux repreneurs, à des repreneurs externes. Puis l'autre aspect, c'était que ceux qui souhaitent transférer à la famille, combien valent justement leur entreprise? Quelle est la valeur des actifs ou la valeur des actions, justement, qui seraient transférées? Et donc là, nous, ce qu'on a fait, et la raison pour laquelle on utilise 2017, c'est que les données qu'on utilise nous permettent de, je dirais, apparier des données sur les intentions de transfert d'entreprise selon le mode. Donc, j'ai l'intention au cours des 5 prochaines années de transférer l'entreprise à ma famille, à des membres de la famille, avec des données de l'Agence de revenus du Canada
qui nous informe à travers les formulaires T2 de la valeur des actifs de cette entreprise-là. Et donc, en combinant les deux, ce que ça nous a permis de faire, c'est, par exemple, pour le Québec seulement, parce qu'on a d'autres tableaux là, dans l'étude pour les autres provinces canadiennes, ça nous permet de séparer essentiellement les modes de transfert. Donc, on voit ici transferts familiaux et autres types de transferts. Les autres sont ceux qui veulent transférer à l'interne, donc aux employés et à l'externe. Et là, tout simplement, de séparer ces groupes-là. Okay? Donc, on a l'affirmation, on a le nombre de ces PME-là qui veulent être transférés. Vincent en a parlé tout à l'heure. Mais là, en plus, on a l'information sur la valeur au livre de ces entreprises-là et également de combien est-ce qu'on pense que ces entreprises-là pourraient aller chercher de plus sur le marché de la revente que la valeur au livre. Et là, une fois qu'on a ces deux informations-là, c'est relativement simple. Malheureusement, on ne sait pas justement il y a combien de propriétaires, on ne sait pas effectivement si l'entreprise va véritablement être transférée. On a un paquet d'autres informations qu'on n'a pas, malheureusement, mais à partir des intentions, on est capable justement de, je dirais, d'apporter des estimations sur la ligne que François vous a présentée, qui a été présentée régulièrement là, dans les commissions d'examen. Maintenant, on sait, par exemple, qu'effectivement, une entreprise au Québec qui souhaite être transférée à la famille, mais qui a une faible capitalisation dans le sens où le montant qui serait réclamé serait inférieur à la déduction maximale disponible pour la vente, bien, on le voit ici, c'est que le montant en moyenne pour ces entreprises-là, pour ces PME-là, on parle de 91 567. Et bien entendu, il y en a des PME qui valent beaucoup plus cher que ça, dont le cédant souhaite le transférer quand même à la famille. Et là, on parle d'un montant de 2 millions de dollars. Donc, ce n'est pas pour rien que les calculs théoriques que François a montrés tout à l'heure, c'était 100 000 et 2 millions. C'est parce qu'on savait un petit peu où on s'en allait avec ça. Mais l'important ici, ce qui est important de remarquer, c'est qu'effectivement, on peut constater l'inéquité fiscale, elle est là, mais il y a un autre aspect du tableau qui est important, qu'on souligne dans le rapport, c'est que vous allez remarquer que les entreprises familiales au Québec, les transferts familiaux au Québec, ont généralement une valeur marchande plus élevée que les PME dont l'intention est de le transférer à l'externe. Et ça, c'est un des résultats inattendus de l'étude. Et là, dans le rapport, on discute un peu des hypothèses qui pourraient être associées à ça, mais je pense que c'est ça qui était important, les estimations principales. Donc, maintenant qu'on a le nombre de ces PME-là, on sait l'incidence fiscale, à tout le moins pour le cédant. Le prochain tableau nous donne un petit peu ce qu'on a fait, c'est tout simplement parce que l'avantage de travailler avec des données de Statistique Canada nous permet de pondérer par rapport à la population entière des PME, mais ce que ça nous permet, c'est d'estimer pour l'ensemble des intentions quinquennales, on sait que c'est sur des intentions sur 5 ans, d'essayer d'arriver à une estimation de combien ça vaut, tant pour les gens qui veulent céder que pour le gouvernement qui, lui, récolte en quelque sorte les fruits associés aux revenus disponibles supplémentaires associés au transfert de famille. Et là, dans la première colonne, on montre essentiellement qu'on ne parle pas je dirais, ce n'est pas dans des annonces de 50 millions, OK? C'est des annonces considérables qui seraient nécessaires dans le but justement de favoriser l'équité fiscale. Donc, ce n'est pas des petits montants en jeu. Et bon, entre nous, on peut penser que ça pourrait expliquer un peu là, la difficulté de trouver les solutions ou de mettre en œuvre les solutions parce que justement, ça représente beaucoup d'argent. Donc, rapidement, l'inéquité, ça équivaut essentiellement à 1,4 % de la rémunération totale de tous les emplois au Québec en 2017. C'est énorme. Ça représente l'ensemble des salaires de tous les emplois équivalent, de donner une proportion là, du secteur immobilier, services de location et location bail. Donc, tous les employés là-dedans, les agents qui vendent vos maisons et ainsi de suite, tant dans le domaine résidentiel, commercial, les employés qui travaillent dans les services de location d'outils, ainsi de suite, tout leur salaire, ça représentait ça en 2017. Et pour le cédant,
OK? Parce que, bien entendu, le revenu, le gain en capital imposable supplémentaire qui tombe dans son revenu imposable et qui doit subséquemment être taxé en fonction du taux marginal d'imposition, bien, ça représente essentiellement 246 millions à 1 milliard. OK? Et donc, une perte, OK? Donc, du gain que je reçois de vouloir transmettre mon entreprise à la famille, l'équivalent de 16,4 du gain en capital imposable. Donc, ça résume un peu. Le rapport fait, bien entendu, on a séparé les résultats uniquement, comme Vincent le disait. Il y a des aspects intéressants parce que le Québec est un petit peu je dirais, en avant de la vague, OK, sur le vieillissement de ces entrepreneurs, tout comme les provinces atlantiques. Mais effectivement, ça a des conséquences à long terme, je dirais dans les 5-10 prochaines années, sur les autres provinces canadiennes. Et les impacts sont tout aussi importants que pour le Québec, toute proportion gardée. OK. Donc, merci Marc. Si je comprends bien, considérant le vieillissement de la population, cette iniquité fiscale-là va seulement prendre de l'ampleur à travers le Canada d'un océan à l'autre. Bien, le nombre, en fait, l'iniquité, en fait, la valeur globale, effectivement, va devenir de plus en plus grande parce que, essentiellement, cette vague de vieillissement des propriétaires d'entreprises est déjà amorcée, ça fait au moins 10 ans dans les provinces atlantiques. On est dans je dirais, on amorce notre période critique au Québec dans le vieillissement de nos entrepreneurs en ce moment. Et ça s'en va là, en Ontario et dans l'Ouest. Bon, bien entendu, l'immigration, les transferts, les migrations interprovinciales ont des impacts là-dessus. C'est des scénarios qu'on pourrait analyser, là, que les économistes au ministère des Finances, par exemple, seraient en mesure d'analyser de manière plus concrète. Mais étant donné les données que nous, on avait, on pense que c'est quand même, on parle de montants importants, toute proportion gardée. Excellent. Et juste pour la bonne compréhension du public, François, je lisais parce que j'ai eu la chance de lire votre rapport de recherche et ne vous inquiétez pas, le rapport de recherche sera disponible sur le site Internet du Centre de transfert d'entreprises du Québec et il vous sera également aussi transmis à la suite du webinaire. Mais François, je lisais la revue littéraire et puis on voyait qu'il y a des commissions qui se sont penchées sur le sujet. C'est connu. Et là, vous arrivez aujourd'hui avec le rapport de recherche, ces résultats-là. En quoi votre rapport de recherche est novateur? Qu'est-ce qui amène de nouveau à la littérature, au débat public pour qu'on puisse s'alimenter et prendre les décisions en conséquence? Avec votre micro, oui. Oui, effectivement. Au fil des années, en fait, au niveau des dernières années, on a retracé à peu près une vingtaine en fait, d'études qui s'attardaient particulièrement à ce volet-là. En particulier, une grosse proportion était au niveau de la commission d'examen de la fiscalité, la commission Godbout. Donc, à l'intérieur de ça, la différence entre, dans le fond, l'ensemble des recommandations précédentes, c'était beaucoup, en fait, en termes de, bon, on a un problème, on devrait, en fait, régler ce problème-là, qui est le transfert familial, parce qu'il est inéquitable. Par contre, il n'y avait pas de, c'était pas chiffré, c'était pas, on n'avait pas, en fait, la quantification de ces éléments-là. Et dans le fond, avec Marc, c'est ce qu'on a pu réussir à faire, c'est d'être capable de prendre, en fait, un problème qui était connu, et de mettre en fait des chiffres pour dire, bon, OK, dépendant du type de transfert, c'est sûr qu'il y a des limites en termes je dirais, bon, on n'a pas des ventes d'actions, on a juste les ventes d'actions, on n'a pas les ventes d'actifs, mais même à ça, en fait, ça donne quand même des bonnes estimations de ce qui peut se passer. OK, je comprends bien. Vous nous donnez un ordre de grandeur là, qui est quantifié. C'est super intéressant. Donc, merci François, merci Marc. Maintenant, vous avez bien mis la table pour le sujet de manière théorique. On va essayer de redescendre ça un petit peu, redescendre ça. C'est pour ça que je me tournerai vers notre entrepreneur chevronné, Aude. Aude, comme vous avez vécu un transfert d'entreprise familiale. Votre entreprise, c'est la 3e génération. Vous êtes la 3e génération. Donc, votre père vous a passé les pouvoirs de l'entreprise et lui-même avait reçu les pouvoirs de l'entreprise de sa famille. Pouvez-vous nous expliquer, Aude, comment les enjeux fiscaux ont joué
ou ont eu un impact dans votre processus de transfert et dans la préparation à la relève de l'entreprise familiale? Aude, je ne sais pas si vous m'entendez, si votre caméra ou votre micro, est-ce que vous m'entendez? Bon, je crois que Oh, OK, parfait. Vous pouvez mettre votre micro. Bonjour. Il n'y a pas de Et souci. je suis désolée, mon Zoom a planté à 30 secondes avant la prise de parole. Je suis vraiment désolée. Je l'ai redémarré le plus rapidement possible. J'espère que vous ne m'avez pas attendu trop longtemps. Donc, parfait. Ben oui, en fait, Avez-vous entendu ma question? Ou, oui, OK, j'ai entendu votre super, question, excellent. mais je n'étais pas capable de rien faire, en tout cas. OK. Donc, oui, nous, comme vous l'avez dit, en fait, on a déjà vécu dans notre entreprise 2 transferts familiales, un de la première à la deuxième génération que mon père a vécu d'une façon assez, je vais dire le mot chaotique, dans le sens où il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'imprévus et des impacts, donc, sur des impacts de l'iniquité fiscale qui étaient grandes sur le transfert, puis aussi le transfert à la deuxième génération. Donc, ça, c'est une expérience qu'on a vécue. Et très peu de temps après, nous, on avait déjà entamé la réflexion sur comment on voulait faire le transfert à la troisième génération, c'est-à-dire de mon père vers moi et éventuellement ma sœur, parce qu'on a aussi réfléchi à si ma sœur voulait se joindre à l'entreprise. Ça, c'est déjà planifié. Donc, on a fait cette réflexion-là basée sur notre expérience. Puis, nous, la clé, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la clé, c'était pour nous d'être bien accompagnés. C'est la grande différence qu'on a vue entre le transfert de la première à la deuxième et la deuxième à la troisième génération. Donc, être bien entouré, être bien conseillé, c'est pas seulement le notaire qui fait notre testament ou notre comptable qui fait notre rapport comptable à chaque année, c'est d'être accompagné d'un fiscaliste spécialisé là-dedans, qui sait très bien de quoi il parle, d'avocats également, pour s'assurer que tout soit en ordre et, comme je le disais, minimiser l'impact de cette inéquité fiscale-là, parce qu'il y a des stratégies qu'on peut adopter. En fait, moi, en préparation au webinaire, j'ai posé la question à mon père. Premièrement, la première question que j'ai posée, je connaissais déjà la réponse, mais est-ce qu'à cause de ces inéquités-là, il était déjà passé par la tête de ne pas faire un transfert familial, mais de choisir un autre type de transfert? Bon, sa réponse a été non, parce que moi, j'étais là et je manifestais mon désir là, de reprendre l'entreprise. Donc, ça, c'était réglé dans sa tête. Par contre, les stratégies qu'on allait utiliser, puis la méthode qu'on allait faire, la façon qu'on allait faire le transfert, c'est là où toute l'importance des professionnels autour de nous, c'est là qu'avait l'importance des professionnels. Puis, c'est ce que mon père a dit, c'est là où moi, où on avait un pouvoir, dans le fond, pour contrôler le maximum ces impacts-là. Donc, lui, c'est les stratégies vraiment qui ont été changées, impactées là, par ça. Et c'est pas mal ça. Moi, dans le fond, ayant dit mon intérêt, puis verbalisé mon intérêt de reprendre l'entreprise, moi, c'était de aussi rentrer en ligne de compte pour la négociation un peu, là, comment j'allais racheter. Puis, donc ça, cette partie-là était plus facile pour moi. Puis, dans d'autres transferts que j'ai vus ailleurs, c'est souvent en fait le fait de faire ça un peu à l'arrache là, qui vient complexifier les choses, comme par exemple un repreneur qui, du jour au lendemain, dit « Papa,
ou maman, je veux t'acheter, puis c'est maintenant. Tu sais, je suis tannée, là, je veux t'acheter, puis c'est maintenant. Ouais. Ben là, ça bouscule beaucoup de choses. Puis c'est l'empressement qui vient souvent gâcher, dans le fond, la transaction ou mettre en péril la transaction. Parce que si les gens ne sont pas au courant de tous les impacts, puis de toutes les stratégies qu'il peut y avoir, puis de toutes les options qu'ils ont devant eux, bien, premièrement, c'est des décisions difficiles à prendre. Il y a des choix à faire, puis il faut souvent prendre un pas de recul, réfléchir un peu, digérer aussi. Là, tu sais, quand tu te fais dire que tu n'as pas le droit à ci, tu n'as pas le droit à ça, sur le coup, ça peut être un petit choc, mais là, tu as besoin de digérer ça, puis de réfléchir, puis de te le faire expliquer comme il faut. Puis le cédant, ben lui, il est en train de se faire mettre à la porte là, si tu dis, moi, je t'achète maintenant. Là. Fait que c'est un deuxième choc. Fait que ça, cet empressement-là est dangereuse, dans le fond, je pense, puis peut mettre en péril. Donc, encore une fois, je reviens avec la planification. Si on en parle d'avance, puis si on planifie bien le transfert, bien, naturellement, ces surprises-là sont moins grandes. Elles ne sont pas là, en fait. Ce n'est pas des surprises. C'est des informations que tu reçois ou qu'on te goûte puis que tu as le temps de comprendre. Puis, la même chose peut arriver avec le cédant. Ça peut être le cédant aussi qui, du jour au lendemain, n'a jamais voulu lâcher le morceau. Puis là, il arrive au bout, puis c'est son moment. Lui, il planifiait sa retraite, il planifiait partir à la retraite. Maintenant, c'est maintenant qu'il veut vendre. Donc là, encore là, ça brusque les choses. La période de transition est accélérée. Effectivement, il peut y avoir des impacts là, délétères sur la continuité et la pérennité de l'entreprise avec la relève. Super, c'est très intéressant, Aude, merci. Et là, vous avez parlé de préparation. Je vais me tourner vers Jean-François, vous qui avez sûrement préparé de telles transactions. Jean-François, vous qui œuvrez dans le milieu de la fiscalité des entreprises depuis plusieurs années, donc vous avez une expertise, vous avez une expérience. D'abord, qu'est-ce que vous pensez des propos de Aude? Et j'aimerais aussi vous entendre parce que vous avez eu la chance de lire le rapport, vous êtes quelqu'un de privilégié. Qu'est-ce que vous avez pensé des conclusions, des recommandations du rapport de recherche des professeurs Duhamel, Brouard et Cadieux? Parfait. Bien, merci Jean-Pascal. Je dirais trois choses. Premièrement, au niveau de l'étude, comme on mentionnait tout à l'heure, c'est sûr que l'enjeu de l'iniquité au niveau des transferts d'entreprises familiales, c'est connu, mais c'est la première fois où on vient vraiment documenter le nombre d'entreprises affectées, ce que ça représente au niveau québécois, au niveau canadien. Fait que je pense que ça, c'est un bel apport au niveau du débat en question. Par rapport aux commentaires d'autres, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est vraiment l'importance toujours de consacrer du temps au processus de transfert d'entreprise. Et ça, la majorité des études le démontrent, puis aussi en pratique, ce qu'on voit, c'est plus de temps qu'on consacre au processus de transfert, bien, plus sont des chances que le transfert s'effectue correctement. Et au niveau de la fiscalité, bien, ça ne fait pas exception. C'est important de bien planifier des choses, puis pas juste à minuit moins une avant la transaction, mais de le faire des années en avance, de bien structurer pour faire en sorte que le transfert d'entreprise s'orchestre de façon efficace. Puis le dernier élément, je vous dirais, c'est on constate rarement en pratique que les gens, l'entrepreneur ne modifiera pas sa décision de transférer son entreprise à ses enfants ou de vendre à un tiers à cause de la fiscalité. Par contre, ce qu'on voit souvent en pratique, c'est que l'entrepreneur va retarder sa décision. Et on sait que souvent, son entreprise, c'est son fonds de pension. Donc, là, l'enjeu de la fiscalité, bien, il va retarder. Et ça peut avoir un enjeu sur la pérennité de l'entreprise. Non? OK. Aude, vous voulez intervenir? Oui, allez-y. Oui, bien c'est ça, Jean-François, si vous me permettez. Nous, on l'a constaté, en fait, là, le fait de retarder le plus possible, justement, entre la deuxième génération, ça a été retardé si bien que ça s'est fait entièrement par testament, tandis que, et c'était par incompréhension de comment les choses pouvaient se faire. Et tandis que nous, la troisième, bien, on prend les devants, en fait. Donc, on le fait le plus vite possible. Puis voilà. C'est un bel exemple. Là, nous, on a vécu les deux. Parfait.
Et puis c'est ça, Jean-François, non seulement je comprends quand on retarde, il peut y avoir des impacts, des événements fortuits autant à l'interne, comme Aude le disait, ben là, ça s'est fini avec un testament, mais ça peut être aussi à l'externe. Donc le fait de retarder, on solidifie moins l'entreprise et si un facteur externe arrive, elle peut mettre en péril justement cette entreprise-là, la croissance de cette entreprise. Tandis que si on avait fait les choses en bonne et due forme, en temps et lieu, ben, l'entreprise serait beaucoup plus résiliente là, pour faire face à ces facteurs externes. Non, tout à fait, Jean-Pascal. Oui. OK. Une autre petite question qui me chicote, considérant, Jean-François, que je le mentionnais, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine. Et puis, j'ai posé la question à François. Il y a des commissions, le problème est connu. Mais vous, Jean-François, qui avez lu toutes ces études-là, ce que j'ai constaté lors de notre discussion, vous êtes assez féru sur le sujet. Pourquoi, selon vous, il n'y a rien qui s'est passé? Les décideurs publics sont au courant, mais on fait encore face à cette iniquité fiscale-là et le problème est toujours aussi probant pour nos entrepreneurs et dans nos sociétés. Pourquoi ça n'a pas bougé? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est une question complexe, mais je pense que ça prend une volonté politique hein, pour faire changer les choses. Quand on regarde la loi de l'impôt qui comporte 3000 pages, ben, on a une disposition qui actuellement crée cette iniquité-là. Et c'est pas que la loi de l'impôt empêche le transfert d'entreprise familiale, c'est qu'on veut pas que les entrepreneurs utilisent la déduction pour gain en capital pour venir extraire des sommes de leur société sans impôt. Puis à cause de cette disposition-là qui est large, bien, elle vise aussi des transferts d'entreprises véritables. Et c'est ça qui est dommage dans ce cas-ci. Donc, selon moi, ce que ça prend, c'est une volonté politique. Puis là, avec l'étude qui vient démontrer le nombre d'entreprises qui sont affectées, bien, j'ose espérer que ça va faire en sorte qu'il y aura une volonté de moderniser la loi de l'impôt par rapport à cette disposition-là. Il y a des solutions qui peuvent exister. On pourrait venir exempter des petites entreprises. On pourrait exempter aussi des transferts d'entreprises qui sont véritables, donc ceux qui mettent en place un processus de transfert. Donc, il y a des solutions qui existent, mais pour ça, il faut que nos décideurs aient une volonté politique de moderniser cette disposition-là de la loi de l'impôt. Excellent, merci Jean-François. Donc, le message était bien senti et je sais que parmi l'auditoire, il y a des gens qui travaillent dans des ministères fédéraux, des ministères provinciaux. Donc, la balle est dans votre camp, mesdames, messieurs qui travaillez dans ces ministères-là. Vous avez entendu le cri du cœur de Jean-François. Merci, Jean-François. Je vais retourner vers nos deux professeurs, nos deux chercheurs. Quelque chose qui, vous en avez glissé un mot, Marc, mais quelque chose, je pense qu'on devrait s'attarder sur cet aspect-là, c'est que cette iniquité fiscale-là semble frapper de manière disproportionnelle, vous l'avez dit, les très petites entreprises ou les sociétés faiblement capitalisées. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus là-dessus? Oui, ben, si on peut juste peut-être montrer là, la diapositive là, qui montre justement la différence entre notre estimation, en fait, de la moyenne. Hein. On parle de moyenne ici, on ne parle pas, là, bien entendu, on ne parle pas de la médiane, on n'a pas rapporté ces chiffres-là. Mais l'important ici, c'est de comprendre qu'au Québec, en fait, est un peu différent, je dirais, du reste du Canada à cet égard-là. C'est que pour une raison en fait, il y a quelques hypothèses qu'on a développées là, avec Louise et avec François sur les raisons qui pourraient mener à ça, mais on observe vraiment au Québec que les entreprises dont le cédant a l'intention de transférer à la famille, elles valent proportionnellement plus que les mêmes entreprises que si c'était un transfert externe. Et ce qui arrive, c'est que pour les pays, c'est à peu près 25 000 okay, pour le Québec. Okay? Donc, on passe de 91 000 à 65 000 à peu près. Mais l'important, c'est que ce 25 000 $-là, bien entendu, il va être taxé pour les transferts familiaux. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'idée vraiment de c'est quoi le nombre de ces entreprises-là. Bien, nos études avec Louise, François, on avait une idée du nombre, mais on ne savait pas de combien d'argent on parlait. Et là, on montre que, essentiellement, si jamais un des effets inattendus, M. Thuot parlait justement de la lutte au dépouillement de surplus, hein, c'est tout à fait normal. Les gouvernements, c'était dans la presse et dans le Radio-Canada hier. On parle justement d'augmenter la transparence des entreprises pour tenter d'éviter l'évasion fiscale là, qui pourrait se faire à travers la planification fiscale des sociétés privées.
bien, une des choses qu'on voit ici, c'est le coût associé à cette évasion fiscale. Donc, on a toujours l'impression que, dans le fond, quand on fait de l'évasion fiscale, hein, on est en train de prendre de l'argent des grosses sociétés, on est en train qu'eux ont l'ensemble des ressources et des conseillers pour être en mesure d'éviter de l'impôt. Puis ici, on voit que pour les 7 580 propriétaires de petites PME à faible capitalisation, en fait, c'est eux qui portent proportionnellement parlant le fardeau de cette iniquité fiscale-là. Okay? Pour ceux-là, ceux qui ont le gain en capital estimé est à peu près de 90 000 okay? 91 567, mais c'est eux qui font les frais, en fait, de cette lutte au dépouillement de surplus. Donc, à moins d'être un stratagème absolument démesuré où une compagnie qui vaut 2 millions, 4 millions, 5 millions est capable de se diviser en une vingtaine d'entreprises qui vaut 100 000 bien, je dirais la morale ou je dirais la contribution du rapport, moi, je suis un économiste, je suis un ancien fonctionnaire fédéral, je connais un petit peu là, les facteurs déclencheurs de réflexion approfondie dans les ministères qui disent « Ouais, finalement, c'est peut-être qu'on a tordu la vis un peu trop serrée sur l'évasion fiscale. » Moi, c'est une des leçons que je retiendrai de ce rapport-là, si j'étais à Ottawa, c'était que, bon, il y a eu des tentatives dans le passé de vouloir réformer la lutte, la déduction sur le gain en capital, mais c'est toujours été des questions de transfert. Oui, mais est-ce que le budget, le coût budgétaire de ces mesures-là serait suffisant? Bien là, ici, on est capable de montrer un impact concret des effets inattendus de cette lutte au dépouillement de surplus à travers les sociétés privées. Et ce ne sont pas les grandes qui font la majorité des frais, les entreprises qui valent en moyenne 2 millions, ce sont celles qui valent en bout de ligne 91 000 $. Et donc, je reviens sur le point de M. Thuot, c'est-à-dire que le Québec a beaucoup progressé dans les dernières années sur justement essayer d'identifier les véritables transferts, des transferts qui seraient factices, hein, qui visent justement le dépouillement de surplus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de coordination qui doivent se faire maintenant pour véritablement revenir à l'essence même de cette provision-là de la déduction du gain en capital qui vise à permettre, hein, encourager les petits entrepreneurs, pas juste les très grands, à récolter le fruit de leur innovation, de leur créativité, et ainsi de suite. Parce que vous le disiez, c'est ça, c'est leur fonds de pension. Évidemment, l'impact est disproportionné là, proportionnellement sur ce fonds de pension-là. Merci, Marc. François, question très pratique. Admettons que j'ai le pouvoir de vous mettre en tête à tête avec la ministre des Finances au fédéral, Mme Freeland, et le ministre des Finances au provincial, M. Girard. Et là, quand je le disais, j'y pense, bien évidemment, en tête à tête virtuel, en cette heure de pandémie. Ce serait par Zoom ou par Skype, le moyen que vous voulez. Donc, je vous assois avec ces deux personnes-là. Vous avez votre rapport à la main. Quelles recommandations vous leur faites à ces gens-là pour régler le problème? Ou en partie? Il y en aurait trois pour aller, en fait, là, et ça va, en fait, avec les commentaires que à la fois Aude et Jean-François, en fait, ont mentionné. Donc, la première, c'est d'assouplir les règles, les conditions d'admissibilité. Parce qu'effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est de, en fait, prendre un grand filet de pêche pour attraper tout ça. Mais en pratique, il y a beaucoup de vrais transferts d'entreprises qui peuvent se faire et qui, malheureusement, ne vont pas se faire ou vont être reportés. Ils ne vont pas se faire dans les conditions optimales. Et comme la littérature, en fait, mentionne que les conditions, je dirais, le succès, en fait, des entreprises sont meilleurs quand, en fait, là, il y a un transfert familial. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme si on se prive de tout ça un petit peu, là. Donc, vraiment, d'assouplir les conditions d'admissibilité. Jean-François a mentionné le côté, les transferts légitimes et véritables. Il y a une question, en fait, de niveau. Donc là, effectivement, comme il y en a beaucoup, en fait, qui sont plus petites, bien, peut-être qu'effectivement, là, on a des règles pour des grandes entreprises. Peut-être que on peut l'adapter, en fait, avoir des choses pour des plus grands montants,
et des choses, en fait, pour des montants, en fait, plus petits, qui représentent, en fait, la majorité. Il faut dire aussi que les montants qui sont présents, nos calculs se basent, en fait, sur un seul actionnaire. Donc, évidemment, dans le cas, si on pense, par exemple, où il y aurait plusieurs actionnaires, bien là, ce n'est pas un 400 000, mais c'est plusieurs 400 000. Si je reprends le cas de Aude, bon, mais en fait, ses parents, en fait, versus maintenant avec la succession et la suite, en fait, avec les enfants, bien, là, il ne va pas avoir, en fait, le nombre va être beaucoup plus grand et donc, il va y avoir beaucoup plus, en fait, d'actionnaires qui vont être présents. Pour être capable aussi d'aider, en fait, à régler le problème, il y a vraiment une question d'harmonisation entre le fédéral, en fait, et le provincial. Donc, le provincial a déjà, en fait, tenté des modifications techniques, et on parle, en fait, de règles techniques, là. Donc, même pour des gens qui sont officialisés, ce n'est pas des sections, des articles de loi qui sont « oh yeah, c'est de la base ». Là. Non, même pour des gens ferrés dans le domaine, c'est des articles de loi qui sont plutôt particulières, spécifiques et, il faut le dire, même compliquées. Certains vont dire que la fiscalité est compliquée. Ça, c'est un bon exemple où c'est vraiment le cas. Et donc, effectivement, le travail entre le provincial et le fédéral, bien, effectivement, il faut qu'ils travaillent ensemble. Et bien, ils ne travaillent pas toujours ensemble sur plein de dossiers. Ça en fait juste un autre dossier qu'on veut qu'ils travaillent ensemble. Il y a aussi, en fait, de mettre en œuvre les réformes fiscales nécessaires pour la relance des PME et des PME familiales en particulier. Il faut comprendre, en fait, que quand on parle, par exemple, de notre exemple où on aurait un entrepreneur qui a utilisé, en fait, son exemption de gain de capital, mais si c'est un entrepreneur en série, ça veut dire que lui, il a déjà tout pris son exemption, là. Donc, il l'a pu. Donc, effectivement, si on se pose la question, est-ce que ça vaudrait la peine de repenser, parce que là, en fait, un entrepreneur en série, on le pénalise. Alors qu'est-ce qu'on devrait le pénaliser? Donc, c'est de mettre, en fait, de repenser, en fait, des réformes fiscales de façon plus générale sur, effectivement, l'ensemble, en fait, des transferts, incluant les transferts familiaux qui souffrent, en fait, d'iniquité. Excellent. Merci beaucoup, François, pour ces recommandations fort éclairantes, parce que parmi nous, plusieurs personnes œuvrent dans le milieu, donc je pense que ça apporte vraiment une pierre à l'édifice, comme disait Vincent. Sans plus tarder, je vois dans la section Q&A que les questions s'accumulent. Je pense que c'est le temps d'ouvrir le plancher pour les questions. Christelle, je te laisserai la parole pour qu'on ait un échange entre nos panélistes et le public. Oui, merci Jean-Pascal. Effectivement, on croule sous les questions. Donc, la première serait de donner une définition du transfert familial. Oui, en fait, si je peux me permettre de répondre à cette question-là, c'est qu'en fait, il y a deux définitions. La définition de l'enquête qu'on utilise pour dénombrer le nombre de transferts familiaux, elle est toute simple. C'est avez-vous l'intention de transférer votre entreprise à un membre de la famille? Ça, c'est la définition simple. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est la définition que Statistique Canada utilise. Les règles de l'impôt, par contre, c'est un peu plus opaque. Et là, nous, on a fait l'hypothèse que c'était les mêmes, mais effectivement, il y a, il y a un article qui a été écrit par une fiscaliste, Mme Charret, qui justement montre la complexité entourant ce que François décrivait, là, les règles, hein, les conditions qui sont écrites, qui déterminent qui est une personne qui a un lien de dépendance. Est-ce que ça inclut un employé qui est le deuxième beau-frère du cousin? Ça, c'est aux fiscalistes à analyser cette question-là. Nous, dans notre rapport, on a tout simplement fait l'adéquation 1 à 1 entre ces deux-là, mais effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Merci, Marc. Parfait. Alors, la prochaine question serait de savoir si l'inéquité demeure-t-elle s'il y a une planification fiscale du transfert familial? Je ne sais pas si Jean-François ou Aude voulez répondre. Jean-François, oui. Oui, bien, dans la loi de l'impôt, il
il y a un article qu'on appelle la règle générale anti-évitement. Donc, à partir du moment où on fait une transaction pour contourner une disposition, donc techniquement, on pourrait effectivement trouver des solutions pour faire en sorte que l'article 84.1 que l'on parle aujourd'hui ne s'applique pas, mais on se ferait attraper par la règle générale anti-évitement. Donc, pour répondre à la question, et dans le passé, les autorités fiscales, dans certains cas, permettaient certaines transactions d'évitement pour éviter justement 84.1, mais il y a eu de la jurisprudence qui a renversé ce courant-là. Donc, aujourd'hui, même si techniquement, on pourrait trouver des façons de faire, ben, on se ferait probablement attraper par la règle générale anti-évitement, de sorte qu'on arrivera au même résultat. Puis si je peux ajouter à ça, en Oui, fait, c'est ça. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai utilisé les termes minimiser l'impact. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas les éviter. L'iniquité est là, mais on peut prévoir les choses. Au niveau de l'impôt à payer, qui est plus, ben, on peut, il y a différentes choses qu'on peut faire pour planifier cet impôt à payer-là, pour se préparer. Il y a choisir de quelle façon on veut faire un transfert. Moi, dans mon cas, on l'a fait avec une fiducie, avec un gel de valeur également. Donc, il y a plein de choses, mais on peut pas les éviter, là. Ils sont incontournables. On peut, par exemple, avec la planification, minimiser cet impact-là, c'est-à-dire que se préparer, là, si je n'ai pas eu le temps de mettre de l'argent de côté ou d'avoir ce qu'il faut pour payer l'impôt, ben je vais avoir un problème, puis l'impact va être beaucoup plus grand, puis va être beaucoup plus difficile à surmonter pour moi. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de minimiser les impacts. Oui, d'amortir le choc. Oui, merci. Exactement, c'est ça. Merci, Aude. Excellent. Christelle? Oui, alors il y a quelqu'un qui aimerait savoir si cette iniquité est davantage liée à l'imposition provinciale ou fédérale. François, Marc? Ben, c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Il y a peut-être un petit peu d'allègement là, ou de jeu au niveau provincial, mais c'est vraiment, en fait, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Excellent. Alors, il y a quelqu'un qui aimerait savoir quel est le temps entre le jour où Aude a décidé de reprendre l'entreprise et le temps où elle a finalisé la reprise d'entreprise. Ben, en fait, ça fait au moins 8 ans qu'on sait que je veux prendre la relève. Dans le fond, je suis devenue actionnaire copropriétaire cette année. Donc, ça a pris 8 ans. Mais j'ai été nommée directrice générale il y a un peu plus de 5 ans. Donc, on a vraiment commencé à travailler à travailler fort là, sur nos stratégies, puis réfléchir à ça, discuter, communiquer de ce que j'avais en tête, de ce que mon père avait en tête quand je suis devenue directrice générale. Donc, le travail, là, parce que dans le milieu de tout ce qu'on fait au day-to-day dans notre entreprise, là, ça va vite, hein? Fait que ça nous a pris 5 ans vraiment là, le faire comme on voulait, puis qu'on soit tout le monde satisfait. 5 ans, c'est peu dire. Christelle? Alors, une question, mais je pense que vous l'avez plus ou moins abordée. Quelles sont les stratégies les plus créatives pour contrer cette inéquité auprès des familles? Jean-François, est-ce que vous vouliez renchérir ou tout a été dit? Ben, je pense qu'on en a, effectivement, on en a parlé un peu et si on avait une demi-heure, on pourrait l'aborder un petit peu plus en détail, mais il y a des choses pour amoindrir l'impact, tout à fait. Il faut quand même que vous gardiez quelques secrets de bons fiscalistes, n'est-ce pas? C'est que la loi change et des fois, c'est Ah oui, je vous taquine, parfait. Merci Christelle. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que ça va être tout pour moi. Parfait. Mais moi, j'en ai une, justement. Je ne sais pas si ça viendra dans une étude subséquente, Marc, mais qu'en est-il par rapport à cette iniquité-là, les impacts économiques, en fait? Est-ce que ça touche plus intensément certains secteurs d'activité, certaines régions? Est-ce qu'il y a des impacts sur les emplois ou ça, c'est peut-être, vous allez vous attarder à ça dans une prochaine étude? Exactement. Donc, avec les mêmes données, essentiellement la même banque de données, mais là, on a ajouté
Là, ce qu'on a fait, on a pris un portrait, je dirais, en 2017, parce que c'est les données des intentions de transfert. Là, dans une étude subséquente, là, justement, avec le CETEC, là, on a rassemblé les années futures à partir de 2017, OK? Puis on a utilisé également 2007. Puis là, on a regardé qu'est-ce qui se passe à T+1, T+2, T+3. OK? Donc, on regarde vraiment la transition, je dirais, des intentions à la réalisation, puis en termes de progression des ventes, progression de l'emploi et ainsi de suite. Donc ça, on est en train de finaliser cette étude-là. Mais du point de vue économique, je dirais, là, ce qui ressort du tableau, du même tableau qu'on a présenté, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, s'il y a une inéquité fiscale du côté des entreprises familiales, bien, est-ce qu'on force, en fait, certaines entreprises à s'en aller vers le transfert externe? Et là-dessus, je trouve que, justement, hier, là, je crois qu'il y a une chronique a été mise là, sur le blog du CETEC, là, à laquelle j'ai contribué. Là. Mais on avait les intentions de transfert, autant au Québec qu'au Canada, mais maintenant en août 2020. Et là, ce qu'on observe, toute proportion gardée, là, bon, les questions sont un peu différentes, donc les comparaisons sont un peu boiteuses. Mais je dirais que les dernières données là, de août 2020, là, pendant la pandémie, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une chute des transferts familiaux, de la proportion des transferts familiaux a vraiment chuté. Et ça, d'un point de vue économique, ça soulève beaucoup d'enjeux au niveau de la performance future de ces entreprises-là. Est-ce qu'elles vont croître? Est-ce qu'elles ont une régénération stratégique aussi dynamique que si c'était un transfert externe? Ou là, des fois, dans les transferts externes, on ne parle pas de repreneuriat, mais on va parler de fusion et d'acquisition dont la performance doit être évaluée par rapport à si on avait repris l'entreprise et qu'on l'avait développée. Et ça, c'est particulièrement important dans notre étude pour les entreprises, les TPE à faible capitalisation, qu'on va retrouver fréquemment dans le domaine de l'hébergement, de la restauration et de l'hôtellerie, qu'on sait qu'en région, c'est très important pour le tissu et la vitalité des écosystèmes entrepreneuriaux régionaux. C'est vital à la limite. Et je pense que ce que ça fait, c'est que ça met vraiment la priorité. Maintenant, on doit discuter des faits avec des données quantitatives plutôt que des scénarios, oui, c'est plus coûteux, oui, mais on fait de l'évitement fiscal. Oui, mais c'est parce que là, il y a un lien entre les deux. Excellent. La lutte à l'évasion fiscale peut venir nuire à la vitalité des écosystèmes entrepreneuriaux. Et là, on doit s'y intéresser. Excellent. Et donc, à l'occupation du territoire, ça peut venir affecter ce principe-là si cher à la vitalité d'une société. Vincent, vous avez été dangereusement silencieux durant ce webinaire. En 1 minute, je vous laisserai un petit commentaire ou un mot de la fin. Oui, merci. Oui, parce que j'écoute, j'ai lu, j'ai relu, j'ai transigé avec ces deux professeurs vraiment dévoués à la cause. Là, j'ai grandement apprécié, puis je souligne encore une fois le travail de Louise, mais effectivement, c'était complexe. L'idée, c'était de ramener tout ça à ce débat d'aujourd'hui. Pas nécessairement de simplifier pour vulgariser puis oublier l'essentiel, parce qu'on a bien compris que c'était complexe. Je comprends aussi que dans ce qui a été dit à plusieurs occasions, on parle de moderniser parce que ça semble complexe, mais peut-être même opaque, puis je pense que ça aide personne. Puis quand cette opacité vient toucher, comme vient de le dire Marc, les plus petites entreprises dans nos régions, puis qu'on est en période de pandémie, puis qu'en ce moment, on l'a vu hier avec le nombre de fermetures de restaurants et tout ça, c'est la vitalité économique du Québec qui est en jeu et du Canada. On parle de ça, ces petites entreprises, ces entrepreneurs qui prennent énormément de risques, qui sont innovants, qui ont du savoir-faire, puis qu'effectivement, à la fin de leur vie, de récolter un 300 000, un 400 000, un 500 000 à la vente de leur entreprise, est-ce que y a quelque chose qu'on pourrait critiquer vraiment parce que ils ont 65 ans, ils ont 70 ans quand ils ramassent ce montant-là, ce pactole, pour encore 20, 25 ans à vivre? Moi, je pense que faut être réaliste. Il faut vraiment corriger ça. Il y a une injustice criante et elle est propre à une bonne volonté de bien gérer de façon équitable au niveau de l'ensemble des citoyens. Ça, je le comprends très bien. Mais je pense que d'amener nos gouvernements du fédéral et provincial à s'asseoir ensemble pour ajuster ça,
moi, personnellement, si moi, vous me posiez la question, Jean-Pascal, si tu me posais cette question-là, c'est sûr qu'avec Mme Freeland et M. Girard, j'aurais tendance à dire, écoutez, des entreprises qui font 2 millions de chiffre d'affaires, qui vont se transiger dans un transfert à 700 000, 800 000 ou quelque chose de cet ordre-là, il n'y a pas besoin de pénaliser qui que ce soit. Là. On peut-on simplifier la démarche? Alors, évidemment, j'y vais avec un grand sabre, là, je vais vite, là, mais en fait, je pense qu'il faut illustrer ça de façon très claire. C'est les petites entreprises qu'on l'a démontré qui sont touchées. Et je ne dis pas qu'il faut pénaliser seulement les grandes puis qu'elles sont méchantes. Je pense qu'il faut être proportionné. Donc, il faut raffiner l'exercice. Alors, moi, j'espère juste que ce rapport, que je trouve excellent, mais pas parce que je l'ai demandé, mais parce qu'ils ont très bien travaillé, ils ont travaillé fort. On l'a reporté de plusieurs mois pour être sûr qu'on ait les bonnes choses. Puis je tiens à les louanger pour ce travail de Marc et François. Mais je pense qu'on a une bonne piste pour régler les choses, pour régler l'inéquité. Excellent. Donc, en une phrase, je pourrais résumer, on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps, comme disait Bernard Landry ou Denis Coderre récemment. Super. Ben, merci beaucoup, Vincent. Merci, Jean-François. Merci, Aude. Merci, Marc. Merci, François. Merci à vous, l'auditoire. Ça a été fort intéressant. Merci pour les échanges. Merci pour le dynamisme. Si jamais vous avez des questions et vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran. Ça va nous faire un plaisir de répondre à ces questions-là. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle période de l'Avent et un bon temps des fêtes. Le meilleur est devant nous en 2021. Donc, merci à tous. Au revoir.